Et oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, comme d'habitude, comme tous les jeudis. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole, dont nous allons découvrir le sommaire juste après le générique. Bien entendu, vous êtes nombreux à travailler dans les champs avec ce très beau temps pour la préparation des sols pour les semis, maïs, betteraves, j'en passe et j'en passe, ainsi que pour les éleveurs qui ont encore plus de travail, car bien entendu, il faut aussi s'occuper de la traite ou de la nutrition des animaux. Enfin, toujours est-il que j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Depuis hier, la famille MX Farmer s'est agrandie, vu que notre fille et son amie ont eu une petite fille qui s'appelle Azélie. Alors bienvenue dans la famille MX Farmer, Azélie, et puis félicitations aux heureux parents. Voilà, bon, ça c'était le petit clin d'œil. Donc on se retrouve après le générique, top générique. Et oui, donc, comme tous les jeudis, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la marque McCormick International Harvester et développer encore un peu plus l'histoire de cette marque emblématique qui a bercé notre enfance pour beaucoup d'entre nous et qui fait vibrer encore pas mal de passionnés. Et donc, International Harvester, la société International Harvester Company, en abrégé IHC, puis plus tard IH tout simplement, comme beaucoup le connaissent, était un important constructeur américain de machines agricoles d'engins de construction, de camions, d'autobus et de produits ménagers et commerciaux. En 1902, JP Morgan fusionne les sociétés McCormick Harvesting Machine Company et Deering Harvester Company, ainsi que 3 petits fabricants d'équipements agricoles pour former International Harvester. En 1985, International Harvester vend la majeure partie de sa division agricole à Tenneco Inc., qui la fusionne avec sa filiale J.I. Case pour constituer la marque Case IH. Selon les termes de l'accord de vente de IH à Tenneco, International Harvester, qui ne conserve que le secteur véhicule industriel, est renommé Navistar International Corporation en 1986. L'histoire de la création de l'entreprise, la création de la société International Harvester remonte à 1930 lorsque Cyrus Hall McCormick, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, un inventeur de Virginie, termine la mise au point d'une fausseuse tirée par des chevaux, dont il fit la démonstration en 1831, et pour laquelle il obtint un brevet en 1934 avec son frère Leander J. McCormick, qui est né en 1819 et qui est décédé en 1900. McCormick s'installe à Chicago en 1847 et crée la McCormick Harvesting Machine Company. La moissonneuse McCormick s'est bien vendue, en partie grâce à des pratiques commerciales avisées et novatrices pour l'époque. Il a adopté des techniques de marketing et de vente en développant un vaste réseau de vendeurs formés
capable de démonter le fonctionnement des machines sur le terrain. McCormick décède en 1885. La société revient à son fils Cyrus McCormick Jr., dont l'antipathie et l'incompétence envers le travail organisé a déclenché l'affaire et Market, d'origine de May Day comme une fête du travail. En 1902, McCormick Harvesting Machine Company et Deering Harvester Company, ainsi que 3 autres petites entreprises d'équipement agricole, Milwaukee Harvesting Machine Company, Plano Manufacturing Company et Warder, Bushnell et Glessner, produisant sous la marque Champion, fusionnent pour donner la naissance à l'International Harvesting Company. Le banquier J.P. Morgan a fourni le financement. En 1919, l'usine Parlin et Orendorff à Canton, Illinois, était le principal centre de production des charrues. International Harvester rachète l'usine, la baptisant Canton Work, et a continué la production pendant plusieurs décennies. La période dorée de IAS, en 1926, décidément inverse, IAS commence à produire dans une nouvelle usine à Rocky Island, dans l'Illinois, construite uniquement pour fabriquer le nouveau tracteur Farmall. En 1930, le 100 millième tracteur Farmall est produit. IAS décide de proposer un véritable tracteur polyvalent conçu pour satisfaire les besoins de l'agriculteur américain moyen de l'époque. La série de tracteurs Farmall, lettre conçue par Raymond Loewy en 1939, rencontre un énorme succès et IAS gagne des parts de marché qu'il conserve pendant une bonne partie des années 1940 et 1950, malgré la forte concurrence de Ford, John Deere et d'autres fabricants américains de tracteurs agricoles. IAS se classe au 33e rang des sociétés américaines par chiffre d'affaires durant la Seconde Guerre mondiale, et sa production est diversifiée, dont la torpille Mark 13. Bien entendu, en 1946, IAS fait l'acquisition d'une usine d'armement à Louisville, dans le Kentucky, qui a été agrandie et rééquipée pour la production des Farmall A et B, et de nouveaux tracteurs type 340. Et en 1948, IAS acquiert la Metropolitan Body Company de Bridgeport, dans le Connecticut. Il s'agit de l'usine où sont fabriquées les carrosseries de la gamme de camions et de camionnettes IAS Metro, commercialisées à partir de 1938 jusqu'en 1964. La puissance des tracteurs produits augmente sans cesse avec le Farmall 806 de 110 chevaux. En 1974, IAS fête le 5 millionième tracteur produit dans l'usine de Rock Island Farmall. Au cours des années 1960 et 1970, malgré de très bonnes ventes, les marges bénéficiaires d'IAS restent faibles. L'expansion continue vers des secteurs d'activité sans aucun lien avec les activités en cours et crée une structure organisationnelle lourde, et la société a du mal à se concentrer sur une activité principale, qu'il s'agisse d'équipements agricoles, d'équipements de construction ou de production de camions. Une gestion trop conservatrice associée à une politique rigide de promotion interne tend à étouffer les nouvelles stratégies de gestion ainsi que l'innovation technique. Les productions reposant sur des technologies anciennes ont été maintenues malgré la faiblesse des ventes. Pire,
IAS a non seulement dû faire face à une forte concurrence dans chacune de ses activités, mais a également dû faire face à des coûts de production accrus, principalement à cause des réglementations environnementales et de sécurité imposées par le gouvernement et les syndicats. Alors nous allons déjà nous intéresser à la première partie de moissonneuse-batteuse, moissonneuse et moissonneuse-batteuse produit par McCormick et par la société IAC. La première moissonneuse traînée, la F44, qui fut produite, première moissonneuse dont on va parler. La F44 qui a été produite entre 1953 jusqu'à 1959. Bien entendu, elle comportait une coupe de 1,28 m. Ensuite, en 1959 jusqu'à 1961, approximativement, le remplacement de la F44 se fait par la F8-44. De 1957 à 1959, la F8-61 avec un moteur McCormick FC 123 à essence de 82 chevaux et de 4 cylindres, une vitesse produite par la propulsion mécanique avec variateur à 3 vitesses. Elle était dotée d'une coupe de 3 mètres ou de 3,60 m et une capacité de trémie de 2250 litres. De 1959 à 1962, fabriquée à Croix en France, la F8-71 était propulsée par un moteur D239 4 cylindres et aussi le 6 cylindres D310 pour une puissance de 67 chevaux avec toujours un avancement mécanique par variateur doté de 3 vitesses. Elle était équipée de 4 secoueurs d'une trémie de 2250 litres avec une coupe de base de 3 mètres jusqu'à 4,20 m. La F8-63, produite entre 1958 et 1964, était propulsée par un moteur McCormick FC-123 à essence pour une puissance de 30 chevaux. La vitesse, il y avait toujours 3 vitesses avec un système mécanique d'avancement par variateur. Elle était équipée de 3 secoueurs et d'une trémie de 850 litres ou avec une plateforme d'ensassage. La coupe était de 2,15 m et elle passa à 2,60 m à partir de 1960. La F8-64 de 1951 à 1959, produite à Croix en France à partir de 1953, bien sûr le moteur un McCormick essence de 25 chevaux, 4 cylindres. Le nombre de secoueurs, je ne l'ai pas. La trémie était de 890 litres ou plateforme d'ensassage avec une coupe de 1,88 m. Puis la F8-68 qui vient en remplacement de la F8-64 entre 1960 et 1963. La période de production de la F8-83 est entre 1957 jusqu'à 1962. Elle était propulsée par un moteur essence ou diesel. Elle fut conçue par les établissements Merlin de Vierzon
et était doté d'une coupe de 3,96 m à 4,27 m pour l'époque. La F8-151, produite entre 1959 jusqu'à 1962, d'une puissance de 70 chevaux avec un moteur 6 cylindres, mais on pouvait la trouver aussi en option avec un moteur développant 80 chevaux. Sa vitesse d'avancement était mécanique par variateur, dotée de 3 vitesses. La trémie était d'une contenance de 1938 litres avec 4 secours et une coupe de 3,60 m. Et la F141, produite entre 1957 et 1958, qui était équipée d'un moteur de 60 chevaux, qui développait 60 chevaux, doté de 6 cylindres. La vitesse, l'avancement se faisait mécaniquement via un variateur. La trémie avait une contenance de 1760 litres ou alors une plateforme. Dans sa sase, la coupe était entre deux bases 3 mètres jusqu'à 3,60 m. Et continuons, bien entendu, sur cette histoire de McCormick IAS. Et donc, arrive la suite. En 1979, IAS nomme un nouveau président directeur général, déterminé à améliorer les marges et à réduire drastiquement les coûts de production. Les modèles non rentables sont supprimés et la production est réduite. À la fin de l'année, les bénéfices de IAS sont à leur plus haut niveau depuis 10 ans. Mais les réserves de liquidité sont encore beaucoup trop faibles. Les syndicats sont de plus en plus mécontents des compressions de production et autres mesures de réduction des coûts. Dès le printemps 1979, IAS commence à planifier à court terme une grève qui semble, bien entendu, inévitable. Le 1er novembre, IAS annonce des résultats financiers montrant que le président Archie McCardell a reçu une prime de 1,8 million de dollars. En 1979, McCardell a imposé des heures supplémentaires, des modifications des conditions de travail et d'autres changements aux salariés du groupe. Ceux-ci commencent une grève le 2 novembre 1979. Peu de temps après, l'économie est devenue défavorable et IAS a dû faire face à une crise financière. La grève dure environ 6 mois. IAS perd près de 600 millions de dollars, soit 2114 millions actuels. En 1981, les finances de la société sont au plus bas. La crise économique, la grève et les problèmes internes de l'entreprise ont précipité IAS dans un gouffre dont il n'y a qu'une seule issue. Le 24 novembre 1984, après de longues et âpres négociations, IAS vend la quasi-totalité de sa division matériel agricole à Tenneco Inc. Tenneco est une filiale de GE Case qui fabrique des tracteurs mais ne dispose pas d'une gamme complète de produits que IAS fabrique. Moissonneuse-batteuse, récolteuse de coton, équipement de labour, équipement de fenaison, équipement de récolte de canne à sucre, etc., etc., etc. Après la fusion, la production des tracteurs à Harvester Rock Island dans l'Illinois, Farmal Work cesse le 14 mai 1985. La production des tracteurs Case IAS est transférée dans l'usine GE Case Tractor Work à Racine, dans le Wisconsin. La production de moissonneuses-batteuses Axial Flow se poursuit à l'usine de
Haste Moline dans l'Illinois, Memphis Work et Harvester, Memphis Work de Harvester à Memphis dans le Tennessee est fermée et la production de machines pour la cueillette de coton est déplacée. Les divisions véhicules industriels, camions et moteurs sont conservées par Harvester, mais conformément aux accords avec Tenneco, en 1986, Harvester doit changer sa raison sociale en Navistar International Corporation. La marque Harvester ainsi que le logo IAS étant devenus propriété de Tenneco Inc. Actuellement, Navistar International Corporation poursuit sa production de camions moyens et lourds, d'autobus scolaires et de moteurs sous la marque International. En effet, les divisions et productions, au fil du temps, IAS a utilisé plusieurs marques pour commercialiser ses matériels agricoles. International entre 1902 et 1985, Titan entre 1910 et 1924, Mogul entre 1911 et 1924, McCormick Deering entre 1902 et 1947, McCormick entre 1947 et 1958, Farmal entre 1924 et 1973, Fairway entre 1924 et 1938 et Electrol entre 1954 et 1956. La division internationale Harvester Agriculture est la seconde plus importante division de la société après les camions, mais la branche la plus connue lorsque IAS a vendu la division de matériel agricole à Tenneco en 1985, il y avait la marque International Harvester ainsi que le logo IAS. L'un des premiers produits, outre la production de matériel de récolte que McCormick et Deering avaient fabriqué avant la fusion dans International Harvester Company, avait été le Traction Truck, un châssis de camion fabriqué à Morton. Traction Truck Company, racheté plus tard par IAC avec un moteur IAC. Depuis 1902, date de la création de IAS, jusqu'au début des années 1920, les produits McCormick et Deering ont conservé leur marque originale avec des tracteurs Mogul vendus chez McCormick et des tracteurs Titan chez Deering. En raison de la compétitivité exacerbée et toujours vive entre les anciens rivaux. Les premiers tracteurs, IAS a produit une gamme de gros tracteurs agricoles à essence sous la marque Mogul et Titan, vendus par les concessionnaires McCormick. Le type C Mogul était un peu plus qu'un moteur stationnaire sur un châssis de tracteur, équipé d'un entraînement par friction avec une vitesse avant et une vitesse arrière. Entre 1911 et 1914, 862 exemplaires ont été fabriqués et ces tracteurs ont eu des succès très mitigés car la tendance dans le milieu des années 1910 était petit et bon marché. Les premiers tracteurs importants IAS étaient les modèles 10-20 et 15-30 lancés en 1915. Ces tracteurs, plus petits que leurs prédécesseurs, ils étaient principalement utilisés comme des moteurs de traction pour tirer principalement les charrues et faire tourner la courroie des batteuses. Les 10-20 et 15-30 étaient tous les deux commercialisés sous des versions différentes mais similaires par Mogul et Titan. À cette époque, IAC a racheté un certain nombre de petites entreprises pour intégrer leurs produits pour diversifier la gamme IAS. Parlin et Orendorff, PO Plug et Chattanooga Plug ont été rachetés en 1919
D'autres marques incorporées sont Keston, DM, Osborne, Kemp, Meadow, Sterling, Weber, Plano et Champion. En 1924, IAS lance le tracteur Farmal, un tracteur à usage général plus petit pour contrer la concurrence des tracteurs Fordson de Ford Motor Company. Le Farmal était le chef de file de la catégorie des tracteurs agricoles émergents. Après l'intégration et l'introduction du Farmal, IAS a présenté plusieurs modèles de la série F d'aspect similaire qui offraient des améliorations par rapport au premier modèle connu sous le nom de Regular. En 1932, IAS produisait son premier moteur diesel sur le tracteur Ashley McCormick Daring TD-40. Ce moteur devait d'abord démarrer avec de l'essence, puis passer en diesel grâce à un switch. Les moteurs diesel de cette époque étaient difficiles à démarrer par temps froid et l'essence a permis au moteur de démarrer facilement et complètement avant de passer au diesel dans toutes les conditions météorologiques. En 1935, ce moteur a équipé le IAS-W-D, le WD-40, excusez-moi, devenant le premier tracteur diesel sur roue en Amérique du Nord. Le premier tracteur diesel du monde était le Benz Schendling BS6 allemand, introduit en 1922. Bien entendu, en 1939, le désigneur industriel Raymond Loewy, rappelons-le, d'origine française, a été recruté pour concevoir une nouvelle ligne de tracteurs. Les tracteurs de la série Lettres ont été lancés avec un style élégant alliant des fonctionnalités nouvelles. La série de Lettres Farmal comprend modèle A, B, B, N, C, H et M de la série standard McCormick Daring. Les modèles W-14, W-4, excusez-moi, W-6 et W-9, l'année modèle 1941, ont été marqués par l'introduction du modèle MD, le premier tracteur à moteur diesel. Plus de 10 ans plus tard, John Deere, le plus important concurrent d'IAS, a introduit une option diesel sur ses tracteurs. Les tracteurs des séries Lettres ont été actualisés en 1953 avec la série Super, à l'exception du A, devenu Super en 1947, et du B et du BN qui ont été supprimés en 1948. Les tracteurs série Lettres et Standard ont été produits jusqu'en 1954. Où ils ont été des produits déterminants dans l'histoire de IAS. En 1947, IAS lance le plus petit tracteur de la ligne Farmal, le Cube, destiné aux petites exploitations comme les modèles L, LA et LI de John Deere. Le marché résistant à la mécanisation que les constructeurs espéraient pénétrer était celui des petites fermes familiales pauvres du sud des États-Unis. IAS a surtout vendu le Cube, ou Cub comme vous voulez, aux riches propriétaires de grandes fermes qui voulaient un deuxième tracteur. La production du Cub commença à l'usine Farmal Works de Louisville, anciennement Curtis Wright Aircraft de Louisville dans le Kentucky, qui fut agrandi, remodelé et rééquipé. Vendu 545 $ US en 1947. Le Cub s'est avéré extrêmement populaire et sa conception originale lui a permis d'en poursuivre la production sans modification significative jusqu'en 1979.
En 1955, IAS lance la gamme de tracteurs série 100. Bien qu'il ait bénéficié de quelques retouches esthétiques, mais de très peu de nouvelles fonctionnalités, ils ont été de simples mises à jour des modèles datant de 1939. Le seul modèle nouveau de la gamme de 1955 était le 300 Utility. En 1957, IAS opère une nouvelle mise à jour de la gamme en augmentant la puissance de certains modèles et rajoute un nouveau modèle, le 230 Utility. Malgré une légère amélioration des ventes, l'incapacité de IAS à remplacer ces produits obsolètes était déjà patente. Et nous allons continuer la série des moissonneuses-batteuses avec, bien entendu, les séries 915 et 815. Ces machines ont été produites entre 1968 et 1977 à Eastmoline aux USA. Elles étaient dotées d'un moteur IAS DT 444 d'une puissance de 152 chevaux pour la 915 et de 137 pour la 815. C'était des moteurs à 6 cylindres. Elles ont été proposées en France entre 1973 et 1975 en équipement maïs. La vitesse était hydrostatique. Elles étaient équipées de 5 secoueurs. La trémie était de 5280 litres avec un cueilleur de 6 rangs. La 321 IAS, conçue entre 1972 et 1981 à Croix, en France, était équipée d'un moteur 4 cylindres qui produisait 76 chevaux. La vitesse était mécanique par variateur et dotée de 3 vitesses. Elle était équipée de 4 secoueurs et d'une coupe allant de 3 mètres à 3 mètres 60. La trémie, elle, était d'une contenance de 2250 litres. La 221, toujours produite à Croix en France entre 1972 et 1973, qui était équipée d'un moteur de 4 cylindres qui développait 65 chevaux. La vitesse était mécanique à 3 et par variateur bien entendu et de 3 vitesses. La coupe était de base de 2,40 m et pouvait aller jusqu'à 3 mètres. La trémie était de 2000 litres. La 431, produite entre 1972 et 1980 à Croix en France, d'une puissance pour le moteur D239 de 76 chevaux 4 cylindres ou du moteur D-310 de 84 chevaux et de 6 cylindres. La vitesse était mécanique par variateur, toujours avec 3 vitesses. La coupe allait de 3 mètres à 4 mètres 20 et était aussi déclinée en 3 mètres 60. La trémie, elle, était d'une contenance de 2550 litres. La 531 de 1972 à 1978, toujours produite à Croix en France, qui disposait d'une puissance pour le moteur D310 de 90 chevaux ou du moteur D-358 de 120 chevaux, qui, rappelons-le, restera le seul au catalogue. Elle était d'un avancement mécanique par variateur et dotée de 3 vitesses, d'une coupe allant de 3,60 m de base jusqu'à 4,80 m et était équipée aussi de cueilleurs maïs de 4 ou 5 rangs. La trémie, elle, était de 3000 litres. Et nous arrivons à la 953.
La 953, produite à Croix en France entre 1977 et 1983, d'une puissance de 140 chevaux ou de 165 chevaux hydro à partir de pour la version hydro à partir de 1980. Elle a été produite en version mécanique avec variateur pour l'avancement doté de 3 vitesses ou en hydro dès 1980. La coupe de base était de 3,60 m avec une coupe intermédiaire aussi, une largeur de coupe intermédiaire de 4,20 m allant jusqu'à 4,80 m et était équipée d'un cueilleur maïs, soit de 4 ou 6 rangs. La trémie, elle, était de 4600 litres. Et donc, tout au long des années 1960, IAS a introduit de nouveaux modèles de tracteurs et essayé de nouvelles techniques de vente. La production de tracteurs étant la composante principale de l'entreprise, IAS devait rester compétitif dans ce domaine. En effet, et en fait, tout a échoué car l'agriculture était sur le point de changer et IAS devait affronter ses concurrents dans une course effrénée à la nouveauté. En 1963, IAS introduit les tracteurs 706 de 73 chevaux et 806 de 95 chevaux. En 1964, IAS fabrique son 4 millionième tracteur, un 806. En 1965, IAS présente son premier tracteur à 2 roues motrices de 100 chevaux, le 1206. Une option est disponible en 1965 pour les 706, 806 et 1206. Une cabine installée en usine fabriquée par Stoppler Allen Compagnie. Cette cabine est souvent surnommée boîte de crème glacée. En raison à sa forme, la cabine pouvait être équipée d'un ventilateur et d'un chauffage. Et en 1967, plus de 100 000 modèles 706, 806 et 1206 ont été construits. Le 276 a également été construit à cette époque, devenant populaire dans les petites fermes avec des voies plus étroites. En 1967, les tracteurs de la série 56 ont remplacé la série 06. Plus gros et plus puissant, en 1969, IAS présente le 1456 Turbo avec 131 chevaux et le 826 de 91 chevaux, avec en option une boîte de vitesse et une transmission hydrostatique. Dans les années 1970, en 1971, IAS lance la série 66 avec les modèles 766, 85 chevaux, 966, 101 chevaux et 1066 Turbo de 125 chevaux, le 1466 Turbo 145 chevaux, le 1468 V8 145 chevaux et le 4166 4WD de 130 chevaux. Les 966 et 1066 étaient disponibles avec des transmissions hydro ou une boîte de vitesse. En 1973, IAS a officiellement retiré le nom Farmal de ses tracteurs. Cela a mis fin à une ère qui avait commencé avec le premier Farmal Regular en 1924, près de 50 années auparavant. Le 1er février 1974, à 9h, le 5 millionième tracteur est sorti de la chaîne de montage de l'usine Farmal dans l'Illinois. IAS a été le premier fabricant de tracteurs à atteindre ce résultat. En 1977, International Harvester a présenté sa première moissonneuse-batteuse Axial Flow, produite à Eastmoulin dans l'Illinois, restée en fabrication plus de 30 ans. En 1979, IAS a présenté deux nouveaux tracteurs, les 33 88 et 35 88, connus sous le nom de 2+2
4WD. Ces tracteurs étaient le résultat de l'assemblage de deux extrémités arrière de 1086 reliées à une boîte de transfert. Bien que ces modèles n'aient pas connu des déboires mécaniques, ils ne se sont vendus qu'à quelques exemplaires. En 1980, dans les années 80, au début des années 80, IAS avait retrouvé une certaine stabilité, tout comme l'économie américaine, mais son avenir restait incertain. En septembre 1981, à l'occasion d'un séminaire avec ses concessionnaires, IAS annonce la nouvelle série 50, le 50-88 de 136 chevaux, le 52-88 de 121 chevaux, le 54-88 de 187 chevaux. Il annonce également la série 30 qui comprenait le 30-88 de 81 chevaux, le 30-88, le 32-88 de 90 chevaux, le 34-88 hydro de 112 chevaux et le 36-88 de 113 chevaux. Ces nouveaux modèles étaient innovants, conçus par le designer industriel Greg Montgomery, dont la société Montgomery Design International concevra plus tard les tracteurs de la série Magnum de Casillas. IAS a dépensé plus de 29 millions de dollars pour développer cette nouvelle série et le résultat sera la dernière grande gamme des tracteurs internationaux Harvester. De nombreuses innovations technologiques ont été utilisées dans cette nouvelle série. Un système de surveillance informatique Sentry a été développé et IAS est devenu le premier fabricant à ajouter un ordinateur à un tracteur agricole. Parmi les premières innovations, il faut citer un changement de vitesse Z, une transmission synchronisée de 18 vitesses, un système de refroidissement avant qui aspire l'air au-dessus du capot, un système hydraulique à 3 pompes Power Priority et un nouveau système d'attelage arrière. La série 50 était couverte par une garantie de 3 ans ou 2500 heures sur les moteurs, ce qui devint plus tard un standard. Bien qu'aucun nouveau record de vente n'ait été établi, IAS a vendu un nombre respectable de ces tracteurs pendant leur courte période de production. IAS a également sorti la série 60 2+2S et avait prévu de la série 70 Super 2+2. Mais seuls quelques rares exemplaires existent aujourd'hui. Le 14 mai 1985, le dernier tracteur IAS est sorti de la ligne d'usine, un FWA 5488. IAS développait une nouvelle ligne de tracteurs qui aurait dû révolutionner le monde de l'agriculture quand la vente de la division machines agricoles a été annoncée. Beaucoup de ces nouvelles caractéristiques ont trouvé leur place dans la nouvelle série de tracteurs Magnum introduite par Casillas en 1987. À la fin des années 1970, IAS a conclu un accord avec le constructeur espagnol Enasa pour construire des moteurs diesel en Espagne sous la marque internationale Motores. Du fait du ralentissement de l'économie et du marché espagnol et des problèmes liés à l'entrée de l'Espagne dans la communauté économique européenne, la rentabilité de ce projet était menacée. International Harvester s'est retiré en 1982 en échange d'être autorisé à échapper à toutes les conditions de la co-entreprise. IAS a perdu son investissement initial dans l'usine de moteurs. IAS a ensuite vendu le constructeur britannique de camions Sidon Atkinson qui appartenait à IAS depuis 1974.
à Anasa en 1983, qui a lui-même été racheté par le groupe Fiat Iveco en 1990. Les filiales étrangères de matériel agricole, la Société internationale Harvester a créé de nombreuses filiales à l'étranger, en direct ou sous forme de joint-venture avec des cessions de licence. Une filiale a été créée en France, l'International Harvester, IAS. Le premier tracteur McCormick McCormick français fabriqué à Saint-Dizier, et le FC sorti à la fin des années 1950. Le Farmal FC, version française du Farmal C américain, est lancé en 1951 avec le moteur américain C-113 à essence de 20 chevaux. Il existe 3 modèles à voie large, à roues uniques ou jumelées. Une gamme complète d'outils portés était disponible: charrue, fosseuse, cultivateur, semoir en ligne, etc. Le placement au rang de tracteur polyvalent, d'où son nom, Farmal égale ferme, all égale tout, qui est produit par Tracteur à tout faire dans la ferme. Les tracteurs produits en Grande-Bretagne ont fait l'objet de la part des constructeurs Kunti et Rodless de l'ajout d'un pont avant moteur, devenant des véhicules à transmission intégrale. Il y eut des filiales en Australie avec International Harvester Australia, ACO pour la production de camions en Australie. Au Brésil, International Harvester Makina SA. Les séries américaines Loadstar de camions aux États-Unis. Fedstar et CO4000, le Transstar, Transstar 2, le Cargostar, le Transstar conventionnel, le P-Star, oui, et la série S, le COE série 9000, qui a été produit de 1981 jusqu'à présent d'ailleurs, et les outillages domestiques, pelouses et jardins au cours des années 60, des appareillages ménagers. Ils produisirent aussi des armes et le HT341 en 1959. International Harvester a créé un tracteur à turbine à réaction appelé International HT341. Il a été donné à Smithsonian Institution en 1957. Bien sûr, la fusion avec CAZ, l'intégration dans le groupe Fiat dans les années 90, en 99, en 2000, Fiat CNH Global, comme tout le monde le connaît. Et nous allons finir la gamme des moissonneuses-batteuses. En effet, la 541, entre 1978 et 1981, fabriquée à Croix en France, qui disposait d'un moteur de 6 cylindres, le D358 d'une puissance de 120 chevaux, d'un avancement mécanique par variateur à 3 vitesses. La coupe pouvant aller de 3,60 m à 4,80 m était équipée aussi d'un cueilleur de 4 ou 5 rangs pour le maïs et d'une trémie de 3000 litres. La 923, entre 1980 et 1984, construite toujours à Croix en France avec un moteur de 6 cylindres, le D358 développant 100 chevaux. Toujours un avancement mécanique par variateur et d'une boîte à 3 vitesses. La coupe allait de base
de 3,10 m jusqu'à 4,30 m avec un cueilleur de 4 ans pour le maïs et d'une trémie de 3200 litres. La 933 de 1981 à 1984, je dis bien 1980, produite à Croix en France avec un moteur de 120 chevaux, le IHD 358 de 6 cylindres. L'avancement toujours mécanique par variateur et d'une boîte à 3 vitesses. La coupe de base était de 3,70 m, pouvant aller jusqu'à 4,90 m, et d'un cueilleur maïs de 4 ou 5 rangs, et d'une trémie d'une contenance de 3370 litres. La 943 de 1980 à 1983, toujours construite à Croix en France, avec toujours le moteur IHD-358 de 120 chevaux, et de 6 cylindres, toujours un avancement mécanique par variateur et d'une boîte à 3 vitesses. La coupe allant de 3,70 m à 4,90 m, toujours équipée avec un cueilleur 4 ou 5 rangs pour le maïs et d'une trémie de 3800 litres. Et nous passons à la série des Axial Flow, que j'ai bien connu parce que j'ai connu toute la gamme des Axial Flow, donc c'est vrai que c'était des super machines. Mais bon, la 1420 entre 1980 et 1985, construite à Itzmoulin et qui était équipée du moteur D358 de 112 chevaux 6 cylindres. L'avancement était hydrostatique avec une boîte de 3 vitesses. La coupe allant de 3,10 m à 4,30 m avec 4 rangs pour le maïs et d'une trémie d'une contenance de 5380 litres. La 1440 de 1977 à 1985, toujours construite à Itzmoulin, avec un moteur avant les années 1983 qui développait 135 chevaux, c'était le D436 6 cylindres, et après 1983 qui passait à 145 chevaux, qui était le D466B. L'avancement était hydrostatique avec une boîte de vitesse une boîte à 3 vitesses. La coupe passait de 3,70 m à 4,90 m pour une trémie de 6400 litres. La 1460 que j'ai eu l'occasion de conduire, de 1977 à 1985, toujours construite à Itzmoulin, avec le moteur avant 1984 qui développait 170 chevaux qui était le D436 à 6 cylindres, et après 1984 qui développait 180 chevaux qui était le DT466B à 6 cylindres. L'avancement était hydrostatique à 3 vitesses. La coupe allait de 3,70 m à 4,90 m et pouvait être équipée d'un cueilleur 4 ou 6 rangs pour le maïs. Et la trémie était de 6800 litres. Et la 1480 que j'ai eu l'occasion de me servir, qui était une super machine. Bon, évidemment, pour l'époque, c'est vrai que par chez nous, mis à part dans la plaine de Caen, elle servait, mais bon, on pouvait pas tourner tard le soir parce que dès que la rosée tombait, là où les conventionnels passaient, l'axial, elle, calait. Hein. C'était son point faible. Mais bon, toujours est-il que c'était une excellente machine qui faisait du travail, du grain très propre et qui, dans le maïs et dans les petites graines ou les pois, une excellente machine. Hein.
Dans le blé, c'était bien entendu différent parce qu'il y avait de la paille. Mais voilà, toujours est-il, la 1480 de 1978 à 1985, construite à Itzmoline avec un moteur de 1978 à 1982 qui développait 186 chevaux qui était le DT 436 6 cylindres et entre 1982 et 1984 qui développait 210 chevaux qui était le DT-466 de 6 cylindres. L'avancement était hydrostatique avec une boîte à 3 vitesses. La coupe, elle, passait de 4,90 m jusqu'à 6 mètres. Et d'un cueilleur de 4 ou 6 rangs pour le maïs. Et la trémie était de 7280 litres. Et bien entendu, la série des axiales continua, mais nous en parlerons lors du volet qui sera dédié à Caz IAS. Et donc, International a développé, bien entendu, des fausseuses, au début tirées par les chevaux, puis après, bien entendu, tirées par des tracteurs, des faneuses, le fameux ratofan, des faneuses. Bon, bien entendu, au départ, c'était des faneuses. Moi, j'appelais ça à fourche, hein, les secouettes, comme on disait. Les rateleuses, les presses moyennes et basse et moyenne densité, ainsi que bon nombre d'outils, que ce soit les semoirs, Saru, Canadien, Hertz, enfin toute une gamme de produits dédiés à l'agriculture. Bon, moi dans ma jeunesse, l'entreprise dans laquelle j'allais tous les mercredis, tous les samedis, pendant toutes les vacances scolaires, moi j'ai bien connu, bien entendu, le 724 et le 624 qui étaient les deux tracteurs phares de l'entreprise. Bon, principalement le 724, on avait mis un bout de mousse sur le couvercle de la batterie et je m'installais entre le siège et l'aile et je passais mes journées là-dessus. C'était plus confortable avec la mousse que sans la mousse. Et puis c'était mieux que sur l'aile du tracteur, bien entendu. Alors le matin, on allait fausser avec le 724 qu'on dételait le midi avant d'aller manger, parce qu'il travaillait à l'ancienne heure. C'est-à-dire que s'il était 13h pour les clients, on allait manger à midi, à l'ancienne heure. C'était pour pas décaler les vaches, la traite des vaches. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc on attelait sur la presse, la B440. Une super presse, qui ça pour dire qu'à la vallée. Et donc, moi, quand 2 tours étaient faits dans le champ, j'allais déplacer les ballots pour qu'on puisse faire le premier tour. J'étais pas vieux, j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Après, j'ai commencé à mettre les ballots debout. Là, c'était un peu plus dur. Mais bon, voilà, ça a peut-être aussi contribué à me bousiller le dos. Si j'ai le dos qui est en vrac à l'heure actuelle, c'est peut-être par rapport à ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça serait à recommencer, je recommencerai volontiers. J'ai eu l'occasion aussi, parce que la première ferme dans laquelle j'allais, c'était en face de chez mes grands-parents, qui m'ont élevé avec ma maman. Enfin bref, ça c'est, je vais pas vous raconter non plus une histoire, on pourra en parler plus tard. Et j'ai faussé avec la personne. La première était frivole parce que elle était un petit peu nerveuse. Et donc on faussait, des petites parcelles, parce que sinon c'était l'entreprise qui venait, bien entendu, avec la fausseuse. Et l'entreprise venait fausser, mais ce qui m'arrivait, c'était d'aller faner avec la fameuse
faneuse à fourche IH qui était derrière la jument. Alors bon, au début c'était frivole, après ça a été la petite mère câline, hein, une belle percheronne. Il fallait pas être pressé, mais ça faisait son travail. Et puis le fameux landéneur, le fameux ratophane, parce qu'on pouvait aussi bien faner, il y avait une boîte à 2 rapports, soit le rapport pour le fanage où il tournait un peu plus vite, ou le rapport pour l'endénage où ça tournait moins vite. Et donc avec la percheronne, j'endénais un petit peu, c'était marrant, c'était sympa. Et puis bon, évidemment, après je montais sur le tracteur, j'étais gamin, hein, je conduisais pas à cette époque-là, mais je montais sur le tracteur pour aller botteler. Et aussi, pour quand des champs étaient finis, qu'il y en avait encore d'autres à botteler plus tard, on passait avec ce qu'on appelait la ratteleuse. C'était, comme vous pouvez le voir sur la photo, des grandes dents courbées, alors qu'on levait via un levier ou qu'on baissait via le même levier, et puis on avançait comme ça. Et une fois que le foin a été ramassé, ça permettait de faire un andin qui était ramassé à la presse par la suite. Et pour ramasser les petites balles, c'était avec soit la sarrette, derrière toujours câline, frivole ou câline, et puis il y avait un âne qui s'appelait Giscard. Il y avait une petite charrette. Alors ça, c'était mon petit boulot, hein. C'était de ramasser quelques ballots avec Giscard, parce que c'était gamin, donc voilà, c'était toute une époque, hein. Et bien entendu, après, quand j'ai été, j'allais faire, botteler avec Michel, qui était le fils de l'entrepreneur chez qui j'allais étant peu de chaud, quoi. Et donc quand j'allais avec Michel botteler, et quand on bottelait chez monsieur et madame, je vais citer les noms, paix à leur âme, mais monsieur et madame Delbecq, j'allais ramasser le foin chez eux. Bon, après je retournais chez les parents à Michel. Et puis voilà, quoi, c'était mes vacances, c'était mes samedis, voire même mes dimanches, c'était mes mercredis après-midi. C'était une autre époque, voilà. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y aurez pris énormément vous y aurez trouvé du plaisir. Comme d'habitude, j'essaye de faire au mieux pour vous donner le maximum de caractéristiques techniques. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et je vous souhaite un bon week-end par avance, ainsi qu'une bonne semaine, et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Allez, ciao, bye bye, à la semaine prochaine.